Bon, chers amis, bonjour. Les Amis de la Liberté continuent, comme vous l'avez vu, leur activité d'éducation culturelle populaire. C'est vrai qu'avec les contraintes que nous avons subies avec la crise sanitaire, on a essayé donc de programmer des vidéos avec des conférenciers, des petites vidéos entre 20 et 30 minutes sur différents sujets. Vous avez vu aussi qu'on a envoyé des textes de différentes personnalités qui est soumis au débat et à la réflexion. Donc là, je tiens à remercier Patricia Luneau qui a accepté de nous recevoir dans sa montagne, la belle montagne, dans la vallée de la Roya, à Tende. Vous voyez donc tout au début de cette vidéo Tende par-dessus avec la montagne. Donc voilà, sans aller plus loin, Bernard va nous présenter une conférence, un sujet sur lequel il tient à cœur, reprendre la sécurité sociale. Maintenant, les gestionnaires hors jeu. Donc là, j'en dirai pas plus, je laisse la parole à Bernard. Merci Jean-Pierre, merci aux Amis de la Liberté, merci aux camarades du Parti communiste qui m'ont accueilli dans le Patriote pour précisément, effectivement, présenter un appel pour reprendre la Sécu et maintenir les gestionnaires hors jeu. Reprendre la Sécu, et il le faut parce que précisément pendant 20 ans, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont géré le régime général de sécurité sociale de 1947, avec les premières élections en mars-avril 1947, jusqu'en 1967, quand De Gaulle supprime ce qu'on appelait la démocratie sociale, la gestion par 3/4 d'administrateurs salariés et 1/4 seulement de patrons du régime général, pour remplacer cette gestion ouvrière avec des travailleurs élus régulièrement dans des élections sociales qui étaient de grands événements politiques en 1947, en 1950, en 1955. Celles de 60 ont été reportées en 62, puisque De Gaulle était revenu au pouvoir en 1958 et il était déjà déterminé à en finir avec cette gestion ouvrière de l'équivalent du budget de l'État, puisque le régime général dans les années 60, c'est l'équivalent du budget de l'État. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Et donc, en 67, De Gaulle supprime la gestion ouvrière et fait ce qu'on appelle le paritarisme. Enfin, chacun sait que le paritaire, ça veut dire patronal, puisque il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Actuellement, c'est la CFDT. Depuis 92 et jusqu'en 92, c'était Force ouvrière. Et donc, c'est toujours les patrons qui ont le pouvoir lorsqu'il y a paritarisme. Et même aujourd'hui, le paritarisme est devenu purement fantomatique, puisque Juppé, en 96-97, a étatisé, en particulier l'assurance maladie. Il a, au niveau local, créé les agences régionales d'hospitalisation, qui sont devenues ensuite, dans les années 2000, agences régionales de santé, et qui sont des dictatures bureaucratiques exonérées de tout contrôle démocratique, qui pèsent sur l'appareil de soins, et on sait les résultats scandaleux auxquels ça nous a conduits. Mais d'une façon générale, l'étatisation est la réponse du capital, toujours, à une démocratie telle qu'elle a été construite dans le régime général par les travailleurs eux-mêmes. N'attendons rien de l'État. Souvent, avec la crise du Covid, on nous dit il faut plus d'État. Ah bon? Non, non. Il faut plus de fonctions collectives, il faut plus d'institutions qui gèrent collectivement toute une série d'activités, en particulier la production des soins, par exemple, la production d'éducation, du transport, etc., mais pas l'État. Et d'ailleurs, la CGT était tout à fait consciente du fait que l'État est au service du capital et qu'on ne peut rien attendre de l'État, lorsque en 1945, dans les débats sur la naissance du régime général,
dans une assemblée provisoire, puisque les premières élections législatives ont lieu en novembre 1945, mais pendant toute l'année 1945, il y a dans une assemblée provisoire des débats qui vont aboutir aux ordonnances d'octobre 1945, donc avant les élections, sur la création d'un régime général de sécurité sociale. Et dans ce débat, la CGT se bat pour que ce régime général soit privé. Elle ne va pas y réussir, ce sera une institution publique, mais elle obtient une gestion ouvrière. Elle est battue aussi sur l'unité, parce que il y a un enjeu en termes d'unité de l'institution. On parle de régime général de sécurité sociale. Pourquoi est-ce qu'on parle de régime général de sécurité sociale? C'est le mot général qui est important, pas le mot sécurité sociale. Je voudrais vraiment insister là-dessus. La sécurité sociale, c'est une institution patronale. Elle est née sur initiative patronale. Il y a très peu d'initiatives ouvrières dans la sécurité sociale. Et en 1945, elle est pléthorique. Il y a plus de 1000 caisses de sécurité sociale, il y a 70 000 salariés. Quand on dit que la Sécu est née en 1945, c'est une fable. La Sécu, c'est une institution d'origine patronale qui est une arme de guerre contre le salaire, pour l'essentiel. Les travailleurs revendiquent la hausse des salaires et les patrons répondent par les allocations familiales. Le cœur de la sécurité sociale en 1945, ce sont les allocations familiales qui ont été créées depuis la fin du XIXe siècle, d'abord dans la fonction publique, puis dans le privé à partir de la Première Guerre mondiale et surtout de la loi de 1932 qui les rend obligatoires dans le privé. Elle l'était depuis 1917 dans le public. Or, qu'est-ce que c'est que les allocations familiales, qui sont donc le cœur, plus de la moitié des prestations de sécurité sociale en 1945, c'est les allocations familiales. C'est une arme patronale pour refuser la hausse des salaires. C'est pour ça que c'est apparu dans la fonction publique au départ, puisque c'est dans la fonction publique uniquement qu'il y avait un débat public sur le salaire au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il n'y a aucun débat sur le salaire, ça n'existe pas. Sauf dans la fonction publique où chaque année, les députés votent la loi de finances et donc leur obsession, c'est comment ne pas augmenter les fonctionnaires. Et ce qui a été trouvé à la fin du XIXe siècle, c'est de réserver la hausse aux chargés de famille et de créer un supplément familial. Et ça se fait contre non pas les syndicats, puisque les fonctionnaires n'ont pas le droit de se syndiquer à l'époque, mais contre les associations de fonctionnaires qui savent très bien que c'est une arme de guerre contre la hausse générale des salaires et qui vont se battre contre ce supplément familial, lequel sera étendu. C'est un gouvernement Laval qui l'étend en 1932 à tout le privé, en profitant de la crise des années 30 pour dire, vous voyez, nous vous donnons un outil pour ne pas augmenter les salaires. C'est les allocations familiales qui deviennent obligatoires en 1932. Et en 1936, ça va être vraiment la réponse patronale aux revendications de hausse des salaires dans les occupations d'usines. Quand on regarde les constats de fin d'occupation d'usines, les travailleurs qui demandaient 30% de hausse, eh bien ce sera 15%, et puis 15 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Si c'était 20%, ce sera 10-10. Si c'était 10%, ce sera 5-5. Le minimum légal étant de 4%. Si bien qu'en 1945, vous avez des taux de cotisation aux allocations familiales qui vont de 4 à 17% du salaire brut. 4, c'est le minimum légal. Mais 17%, c'est dans les boîtes très combatives où la réponse patronale à la revendication de hausse des salaires, ça a été les allocations familiales. C'est une institution gérée uniquement par les patrons, ce sont des caisses patronales, certaines caisses gèrent jusqu'à 300 taux. Enfin, c'est une institution illisible, complètement illisible, aux mains du patronat, et c'est de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une institution patronale qui, sauf exception, est au service de la lutte des patrons contre le salaire. Peut-être qu'on aura l'occasion, dans ces 25 minutes, de revenir sur cette question du salaire comme réalité anticapitaliste, alors qu'on raconte en général que le salaire, c'est une institution capitaliste. Pas du tout. Le salaire est une institution construite par la CGT contre le capital. Précisément, la réponse patronale à cette construction par la CGT
du salaire à la qualification dans les conventions collectives, qui est vraiment imposé au patron, hein, en 1937, lorsque les occupations d'usines obligent le Front populaire, qui était un gouvernement extrêmement plan-plan, hein, oblige le Front populaire à rendre obligatoire les conventions collectives, qui étaient le cœur de la bataille de la CGT, le refus patronal est tel que dès 1938, le gouvernement de Front populaire de Daladier interdit la négociation collective des salaires, précisément pour qu'il n'y ait pas de salaire à la qualification tel que la CGT est en train de le construire. Le salaire à la qualification, c'est le contraire précisément du prix de la force de travail tel que Marx définit très justement la rémunération capitaliste. Hein. Et l'hostilité patronale au salaire à la qualification est absolument constante. Et la réponse patronale à cette construction du salaire à la qualification, ce sont les allocations familiales précisément. Et puis vous avez à côté de ça, en 1945, je parle de plus de 1000 caisses, il n'y a pas que les allocations familiales, il y a aussi les caisses d'assurance sociale de 1930 qui mêlent dans une même cotisation vieillesse et santé. Pourquoi d'ailleurs une même cotisation? Parce que en matière de santé, il y a une forme de popularité de la cotisation, parce que les travailleurs savent bien qu'un accident de santé, ça va les mettre en immense difficulté. Et d'ailleurs, la mutualité ouvrière est souvent née au début du XIXe siècle autour de la protection mutuelle contre les accidents de santé. En revanche, la vieillesse, il n'y a aucune popularité pour une cotisation vieillesse, une hostilité même des travailleurs pour une cotisation vieillesse. On l'a vu en 1911 lorsque la CGT s'oppose à la création de la retraite pour les morts, comme elle dit, hein, c'est-à-dire une obligation de cotisation pour la retraite ouvrière et paysanne, avec une retraite à 65 ans, c'est-à-dire un âge où l'espérance de vie des ouvriers est déjà largement dépassée. Et donc l'astuce que va trouver le Parlement, qui va mettre 10 ans au demeurant à élaborer la loi de 1930 sur les assurances sociales, c'est de mêler une cotisation impopulaire, la santé, et une cotisation populaire, la vieillesse, dans une seule, les assurances sociales, avec une partie qui va à la santé, très faible d'ailleurs, parce que comme il n'y a pas de convention, le syndicalisme médical va se construire contre l'assurance maladie et avec un refus du conventionnement. Donc il n'y a pas de... La médecine de ville et les soins de ville en général, infirmiers ou kinés, etc., ne sont pas remboursés, donc totalement inexistants en réalité, réservés à une petite clientèle. Les soins relèvent des offices d'hygiène sociale, enfin de systèmes de santé publique quand ils existent. Quant à la cotisation qui va à la vieillesse, des assurances sociales, elle va sur un compte d'épargne retraite. Chacun a un compte d'épargne retraite qui est censé lui amener un rendement des cotisations. Or, pour qu'un régime en capitalisation, puisque nous sommes dans un compte d'épargne, pour qu'un régime en capitalisation offre des prestations au moins aussi importantes que les cotisations, c'est-à-dire offre des prestations aussi importantes qu'un régime en répartition, il faut à peu près attendre 40 ans. Il faut qu'il arrive à maturité et que le placement des cotisations donne des rendements suffisants pour être l'équivalent des cotisations de l'année. Il faut à peu près 40 ans. Donc en 1930, les prestations sont nulles et il aurait fallu attendre 70 pour avoir les premières prestations un peu significatives. Au demeurant, Vichy supprime en 1941 les comptes individuels retraite, précisément parce qu'il constate que ça ne donne aucun droit, hein, et il attribue à une allocation aux vieux travailleurs salariés un forfait à tous les vieux travailleurs, il attribue les cotisations, c'est lui qui met en répartition le régime de retraite à l'époque. Et donc, en 1945, vous avez de multiples caisses, enfin, vous avez pas de multiples, vous avez des caisses donc, départementales d'assurance sociale
qui relève du paritarisme, donc là encore, gestion largement patronale. À côté de ça, vous avez les accidents du travail qui sont couverts en sécurité sociale depuis la loi de 1898, mais là aussi, c'est une gestion qui est purement par les compagnies d'assurance. Les entreprises sont obligées de s'assurer auprès de compagnies d'assurance. Les travailleurs sont inexistants aussi dans cette affaire. Et donc, restent alors des régimes qui, eux, sont plus progressistes, avec une voie pour les travailleurs, mais sans qu'ils soient les gestionnaires directs non plus. Les régimes de la SNCF, celui de la fonction publique, pour ne prendre que. Et donc, ce qui se passe en 1945, c'est rien, tout simplement. Quand on parle de naissance de la Sécu en 1945, parce que le CNR, parce que De Gaulle, parce que l'Union des communistes aux gaullistes, tout ça, c'est une fable totale. Ce qui se passe en 1945, c'est une CGT partiellement battue par les ordonnances, puisque, elle n'obtient pas que ce soit un organisme dans lequel l'État n'ait rien à voir, car elle se méfie à fort juste titre de l'État. Et deuxièmement, elle n'obtient pas l'unité complète du régime général. Et l'enjeu, c'est de dissocier les assurances sociales et maladies professionnelles des allocations familiales, de les maintenir dissociées. C'est pour ça qu'il y aura 2 caisses par département, alors que la CGT se battait pour une seule. L'enjeu n'est pas mince, puisque dans les caisses santé, vieillesse, accident du travail, il y a 3/4 d'administrateurs salariés, comme je l'ai rappelé dès le départ, alors que dans les allocations familiales, il n'y a que la moitié. Il y a 1/4 de patrons comme dans les autres, mais il y a 1/4 qui va aux unions familiales, les UNAF, qui va aux travailleurs indépendants, bref, à des gens qui votent toujours avec les patrons. Et donc là, on est dans un dispositif paritaire pour ce qui est le cœur de la prestation, puisque plus de la moitié des prestations de sécurité sociale, en 1945, ce sont les allocations familiales. Donc un enjeu de pouvoir. Donc le régime général, tel qu'il se crée en 1946, en plus, les auteurs de l'ordonnance d'octobre 1945 étaient persuadés qu'ils ne se mettraient pas en route. Ils avaient d'ailleurs mis des délais extrêmement courts. Et c'est parce qu'il y a eu un surgissement populaire dont le film de Gilles Perret, La Sociale, rend partiellement compte, de travailleurs qui se sont dit, mais attendez, c'est nous qui allons gérer, c'est quelque chose qui nous concerne, c'est une partie de notre salaire, et c'est donc des travailleurs eux-mêmes qui ont trouvé les locaux. La preuve qu'il n'y avait aucune union des communistes aux gaullistes pour faire le truc, c'est que De Gaulle démissionne dès janvier 1946. Les ordonnances d'octobre 1945, il ne les a pas signées, au demeurant, il était à Moscou au moment de leur publication. Mais après novembre 1945, les élections où le Parti communiste fait 30% des voix, il est bien obligé de prendre quelques communistes sur des strapontins, sur des communistes, vous voyez, travail, salaire, démerdez-vous avec ça, mais aucun ministère régalien, rien du tout de ministère important, etc., bien sûr. 5 ministres, qui seront d'ailleurs vidés du gouvernement par Léon Blum dès décembre 1946. Donc ils ont une année devant eux, c'est très court, la fenêtre de tir est extrêmement courte. Donc 5 ministres communistes sur des strapontins pendant 1 an. Et lorsque témoignage du fait que seuls les communistes sont déterminés à appliquer le programme du Conseil national de la résistance, que tous les autres partis, les gaullistes, la SFIO et le MRP pour les démocrates chrétiens sont absolument déterminés à ne pas l'appliquer et feront tout pour ne pas l'appliquer, lorsque un militant communiste de la CGT, parce qu'on dit la CGT avait 5 millions d'adhérents. Oui, d'accord, mais c'était une pétodie incroyable. Quand on regarde le premier congrès post-guerre d'avril 1946, c'est un conflit énorme, puisque la CGT est réunifiée, de la CGT U de 22 et la CGT Jouot
qui sont réunis d'abord pour le Front populaire, puis dans les accords du Pérou, juste avant la fin de la guerre, mais avec un conflit entre communistes et socialistes absolument considérable. Les socialistes préparent la scission, hein, en 1947 ce sera Force ouvrière, et en 1948 ce sera la Fédération de l'éducation nationale. Les socialistes quittent massivement la CGT, et en 1945-1946, c'est un bordel inouï, on va dire. Donc la Confédération elle-même tire à U et à Dia, lorsque donc un militant communiste de la CGT trouve un local, puisqu'il s'agit de transformer plus de 1000 caisses, qui regroupait 70 000 salariés, en un régime général, théoriquement, avec des salariés qui relèvent de la même convention collective, etc. Tout ça, ça va être fait en 6 mois, c'est prodigieux, hein, par les travailleurs eux-mêmes, hein, parce que personne ne les aidait, en dehors du ministère du Travail, tenu par un communiste, Ambroise Croizat, par ailleurs secrétaire général de la Fédération CGT des métaux, personne ne soutenait ces travailleurs, hein. Et lorsque un militant de la CGT trouvait un local, par exemple, assez grand, on était en pleine destruction de guerre, hein, et les 1000 caisses existantes, aucune n'était assez grande pour accueillir une caisse départementale du nouveau régime. Quand il trouvait un local, il était immédiatement préempté par une administration. Immédiatement. Et donc, c'est dire combien les socialistes, les chrétiens-démocrates, les gaullistes étaient absolument déterminés à ce que ça ne se fasse pas. Et que ça, c'est les communistes seuls contre tous qui ont construit ce régime général, qui ont organisé, c'est eux qui ont fait les listes électorales, c'est pas les patrons ni le ministère. Là, nous avons vraiment des travailleurs aux manettes. Et ça doit nous donner c'est une leçon de l'histoire. Les travailleurs ne se mobilisent que s'ils sont aux manettes. Oui, bien sûr qu'on se mobilise dans la rue, on se mobilise pour protester, mais c'est assez secondaire tout cela. Il n'y a vraiment de mobilisation populaire que quand les travailleurs ont la responsabilité. Et là, ils ont la responsabilité dès 1947. Le régime général de sécurité sociale, c'est le tiers de la masse salariale. Et c'est les travailleurs qui gèrent. Alors pas en totalité, puisque l'État est toujours là, hélas, et en particulier décide du taux de cotisation. Là encore, la CGT a été battue et n'a pas pu conquérir la définition du taux de cotisation par les travailleurs eux-mêmes. Mais n'empêche qu'ils sont là, ils ont les 3/4 des administrateurs, le patronat est en minorité, et ça va durer 20 ans. Cette gestion, cette responsabilité, pour moi le mot décisif d'un communisme en train de se construire, c'est précisément la responsabilité des travailleurs sur leur travail. Cette responsabilité va faire merveille, hein. Prenons ce qui va se mettre en place en matière de sécurité sociale du soin. En matière de sécurité sociale du soin, la hausse du taux de cotisation, le taux de cotisation double, hein, en matière d'assurance maladie de 1945 à 1979, là, pendant une petite quarantaine d'années, il passe de 8 à 16% du salaire brut. Et cette hausse du taux de cotisation va permettre, de créer une fonction publique hospitalière, donc de faire échapper les travailleurs du soin au marché du travail. Ils sont titulaires de leur qualification, c'est un salaire à la qualification personnelle, ce sont des fonctionnaires. Deuxièmement, va permettre de conventionner les soignants de ville, ce qui, là encore, va libérer ces travailleurs indépendants de la logique du marché, avec une convention et une nomenclature des actes définis par la convention. Et puis, va permettre de subventionner l'investissement hospitalier, qui du coup ne relève pas de la logique capitaliste. On a donc une production de soins par des travailleurs libérés du marché du travail ou du marché des biens et services s'ils sont indépendants, et par un outil qui est la propriété collective, parce qu'il a été subventionné, non pas financé à crédit. C'est une leçon pour l'avenir. C'est ce qui a permis aux soignants de soigner, alors qu'aujourd'hui les soignants ne soignent plus. Les soignants, ils remboursent les dettes de l'hôpital.
Et quand on travaille pour rembourser une dette, eh bien ça change tout. Ce sont les gestionnaires qui prennent le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir à l'hôpital. Et la crise du coronavirus a très bien montré, en même temps que l'épuisement et puis la douleur de soignants qui ont été confrontés à des choix absolument tragiques devant l'impossibilité d'assumer tous les patients. Mais en même temps, il y a une forme de joie chez ces travailleurs parce qu'ils ont repris le pouvoir à l'hôpital. Et que le retour aujourd'hui à la situation d'avant serait dramatique. Il s'agit que les soignants reprennent le pouvoir à l'hôpital. Il s'agit que les travailleurs reprennent le pouvoir dans le régime général de sécurité sociale, qu'on restaure les élections, qu'on évince les patrons. C'est du salaire socialisé. C'est aux travailleurs de gérer eux-mêmes leur salaire socialisé. Qu'on évince les patrons, qu'on évince l'État, et que la gestion aussi bien du régime d'assurance maladie que des hôpitaux et de la production de soins soit le fait des professionnels eux-mêmes et des usagers.